Les transports en commun et les gares routières transformées en pharmacie. Ce soir, l'on s'intéresse à la vente de médicaments traditionnels à la criée dans ces lieux publics. La culture reprend ses droits dans la commune d'Abobo. Après 50 fermetures, le centre d'action culturelle renaît. En Tunisie, après plusieurs jours de manifestations, le pays décrète un couvre-feu nocturne. Depuis le début de la semaine, les manifestations se sont multipliées contre la corruption et le chômage. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la vente de médicaments traditionnels à la criée, les transports en commun transformés en pharmacie ambulante et les gares routières en pharmacie à ciel ouvert. Le phénomène prend de l'ampleur. Ces vendeurs proposent des médicaments traditionnels aux passagers. Mais qui sont ces vendeurs? Y a-t-il un danger à acheter ces médicaments? Un reportage signé Serge Coléa et Fidèle Aigné. Bonjour à tous. Voilà, tout d'abord, je vous souhaite un bon voyage. Cette scène, les voyageurs en partance pour les villes de l'intérieur du pays la connaissent bien. C'est très souvent que les vendeurs à la criée se relaient dans les véhicules de transport pour leur proposer des médicaments traditionnels aux vertus supposées curatives. Ousmane fait partie de ces délégués médicaux d'un autre genre. On voit un peu de tout. Ce qui est traditionnel, ce qui est moderne chinois. Puisqu'on n'a pas fait une grande étude en médecine, pour voir explorer ça ailleurs, ce qui fait qu'on vend ça dans les cas tout simplement. L'hémorroïde, la carie dentaire, tous les maux trouvent leur remède avec ces commerçants. Des médicaments appréciés diversement par les consommateurs. Il y a des fois ça nous fait du bien. Mais il y a des fois aussi, les paroles aussi qu'on entend, on pense aussi ça fait rien. La pâte qu'ils vendent, c'est très bon parce que j'avais des problèmes de dents. Ça m'a beaucoup aidé. Cette activité exercée sans aucune qualification crée une certaine anarchie dans un secteur aussi sensible que celui de la santé. Une situation préoccupante pour le président de la Confédération des associations des praticiens de la médecine traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Ces praticiens de médecine traditionnelle doivent détenir une carte de la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle. Celui qui se promène avec les médicaments de grâce, qu'ils aient une autorisation avant d'aller sur les lieux. Les médicaments vendus à la criée dans les cars ou gares routières peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé des populations. Les spécialistes en appellent à la prudence. Cette décoction, il y a plusieurs substances qui sont dedans. Et donc ces substances-là sont nocives pour notre organisme, ça peut avoir un impact sur notre foie. La seule manière de pouvoir se soigner, c'est à l'hôpital, à la pharmacie. La vente à la criée de médicaments est une pratique non conventionnelle. Elle est interdite par l'État de Côte d'Ivoire. Les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi. Les utilisateurs, quant à eux, doivent se référer à des spécialistes de la médecine traditionnelle en cas de besoin. Manu Dibango est en Côte d'Ivoire. L'artiste musicien camerounais sera en concert samedi prochain au Palais de la Culture de Treichville. Un événement qui se tient en prélude à la 9e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. En attendant samedi, Manu Dibango a reçu aujourd'hui une distinction. Il a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national par la grande chancelière Henriette Diabaté. Manu Dibango qui a dédié sa médaille à tous ceux qui veulent que le continent africain avance. En images, la culture reprend ses droits dans la commune d'Abobo. Après 50 fermetures, le centre d'action culturelle renaît. Cet espace de promotion des arts et de la culture offre aux jeunes une plateforme d'expression artistique. La direction veut en faire un véritable lieu d'éducation et d'édification culturelle. La stratégie choisie est la proximité. Notre reportage dans nos prochaines éditions. On évoque à présent ces réflexions sur l'apport des lettres et des sciences humaines. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, ouvre le débat. La Société savante a organisé hier une rencontre d'échange, une activité à laquelle ont participé plusieurs experts du domaine. Selon l'institution, les lettres et les sciences humaines peuvent contribuer au développement national. Moussa Konaté. Nyangoran Bois, Jean-Marie Adiafi, Memel Fouté demeurent des figures emblématiques de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ces hommes ont contribué au développement du pays à travers les valeurs sociales et éducatives abordées dans leurs différentes réflexions. De grands noms qui ont laissé une trace dans l'histoire et qui nous rappellent toujours d'où nous venons et qui nous indiquent où nous devons aller, au plan théorique avant que ce soit concret. Contribution des lettres et sciences humaines dans le développement national, sujet au cœur de cette rencontre.
Selon l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, aucun développement n'est possible sans l'apport des lettres et sciences humaines. Ce développement serait bien incomplet si on ne prenait pas en compte la facette intellectuelle, culturelle de nos sociétés. Chaque société a son génie propre. La Côte d'Ivoire a le sien. Et notre développement doit se faire en prenant en compte notre génie ivoirien. Et ce génie ivoirien ne peut être mis en exergue que par les sciences et lettres qui vont s'articuler autour de la littérature, des arts, des cultures, etc. À l'issue de cette rencontre, les participants vont faire des propositions sur l'apport des lettres et des sciences humaines dans le développement national. Un concours pour promouvoir l'informatique à l'école, Génisciences, a débuté le 20 janvier dernier. Il est à sa 6e édition. Plus de 160 élèves issus des classes de 6e, 5e, 4e et 3e sont en compétition. Ce concours organisé par le club informatique du Collège moderne d'Abobo PK10 prendra fin le 27 avril prochain. Ange Eouradé et Franck Quadio. L'outil numérique, sa connaissance afin de mieux la maîtriser. Au moins de l'informatique. Génisciences 2016, un concours organisé par le club informatique du Collège moderne d'Abobo PK18, veut s'en faire l'écho. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'informatique est comme cette matière-là qui rassemble toutes les connaissances. Okay? Donc nous nous appuyons donc sur l'informatique pour mieux expliquer aux enfants les notions de mathématiques, les notions de physique. Pour le principal de l'établissement, cette initiative est à soutenir. Les TIC sont indispensables aujourd'hui à tout apprenant qui veut être, je dirais, compétitif. L'ouverture de cette compétition a opposé les élèves de la 6e 1 à la 6e 4. Les responsables du club informatique se disent satisfaits. Ils exhortent leurs camarades à s'intéresser davantage à l'informatique. Je leur dis de bien vouloir pratiquer l'informatique parce que maintenant l'informatique c'est notre source de vie. Si on ne connaît pas l'informatique, on est comme des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Je suis très content d'avoir organisé ce concours Génisciences parce que ça me donne beaucoup de connaissances. L'informatique permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'ordinateur. Génisciences est à sa 6e édition. Le club informatique du Collège moderne d'Abobo PK18 l'organise depuis 2008. On va s'intéresser à présent à l'axe d'Imbokro-Bokanda. La voie fortement dégradée est quasi impraticable. Les conducteurs refusent très souvent de braver ce parcours parsemé d'énormes crevasses. Le constat de Moussa Konaté. Un mini-car de transport en provenance de Dimbokro-Bokanda. Le véhicule roule lentement. Une allure, pas du tout du goût des usagers. 2 heures de temps pour un tronçon de 52 km, bien combien là? Je crois que c'est trop. Ça allait là, la route même est gâtée, on ne sait même pas que ça a été goudronné. L'axe d'Imbokro-Bokanda, long de 52 km, est impraticable. La voie est fortement dégradée. Vraiment, le voyage est vraiment pénible, il faut le dire sincèrement. J'avais voulu essayer un peu avec la moto et il y a du mal même à rouler. À Abidjan, quand tu t'en vas voir un transporteur, on dit Bokanda là. À cause de Dimbokro-Bokanda, on ne vient pas là-bas. Cette route se dégrade encore plus après chaque saison de pluie. Le bitume a volé en éclats à certains endroits. Les villages situés sur l'axe subissent assez de désagréments du fait de la poussière. Bon, ici, nous, on n'a pas le goudron ici. Les poussières nous donnent les malades. De temps en temps, on va à l'hôpital. Donc, vraiment, nous, on veut dire, notre président, il n'a qu'à nous aider pour faire goudron. Le mauvais état de la route est la cause de l'enclavement de Bokanda. Difficile d'écouler les productions. Les véhicules de transport se font rares dans la ville. Des faits qui freinent le développement de l'ex-capitale du cacao. Il n'y a pas de véhicules qui arrivent à passer. Donc tout ce qui est comme marchandises devient cher. Problème de route, vraiment, ça casse tous nos véhicules. Bokanda attend son développement. Des initiatives pour sortir la ville de l'ombre sont en vue. Il n'y a pas de banque. On n'a pas assez de stations-service. Pas de grands opérateurs commerciaux. Mais lorsque ceux-là, nous les sollicitons, ils nous disent qu'il n'y a pas de route. Donc c'est pour cela que c'est important aujourd'hui que cette route soit réhabilitée.
Lors du lancement de sa campagne présidentielle, le président de la République est venu à Bokanda avec le guide éclairé de notre région, le président Henri Konan Bédié. Et à cette occasion-là, le président a promis réhabiliter cette voie. Donc nous attendons que cette promesse soit suivie des faits concrets dans les mois à venir. En attendant, les populations qui semblent être habituées à ces crevasses, nids d'épaules et poussières, scrutent l'horizon. Elles espèrent la réhabilitation de l'axe Dimbokro-Bokanda, une voie en état de dégradation avancée. Des nouvelles de l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU à la rencontre du président Pierre Nkurunziza au Burundi. Après une nuit de violence, la délégation de l'ONU est arrivée à Bujumbura. Plusieurs explosions et tirs ont été entendus dans certains quartiers au nord de la capitale. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU vont tenter de convaincre le président burundais d'autoriser le déploiement d'une force africaine et de reprendre les discussions avec ses opposants. En Somalie, une attaque contre un restaurant fait au moins 19 morts. Cet attentat à la voiture piégée a été revendiqué par les rebelles islamistes Shebab liés à Al-Qaïda. Au moins 19 morts dans un attentat à Mogadiscio, c'est le bilan qui reste à confirmer d'une attaque revendiquée par les rebelles islamistes Shebab. Jeudi soir, dans la capitale somalienne, une violente explosion retentit. 5 assaillants font irruption dans un restaurant du front de mer et tirent sur les clients. 4 Shebab sont tués. Un 5e capturé. En Tunisie, après plusieurs jours de manifestations, le pays décrète un couvre-feu nocturne. Ce sera de 20h à 5h sur tout le territoire tunisien. Depuis le début de la semaine, les manifestations se sont multipliées contre la corruption et le chômage. Un mouvement parti de la région de Kasserine dans le centre du pays. 5 ans après le renversement de l'ex-président tunisien Ben Ali, les manifestations contre la misère et pour la justice sociale sont parties de la région défavorisée de Kasserine suite au décès samedi d'un jeune chômeur. Le mouvement s'est propagé à de nombreuses autres villes et a été marqué dans la nuit du jeudi par des violences dans le Grand Tunis. Ça a commencé vers 19h30. Les gens qui sont descendus avaient entre 14 et 20 ans. Il n'y avait pas d'adultes qui manifestaient pour demander des emplois. Ils sont sortis pour voler. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de policiers. Après, des renforts sont arrivés. Un calme précaire régnait non loin de Sidi Bouzid, où des heurts avaient opposé dans la matinée policiers et manifestants. C'est justement à Sidi Bouzid que le vendeur ambulant Bouazizi s'était immolé en 2010, un geste qui avait déclenché la révolution. De Paris, où il a rencontré le président français, le Premier ministre Habib Essid a affirmé que la situation était sous contrôle. De son côté, François Hollande a annoncé un plan de soutien à la Tunisie d'1 milliard d'euros sur les 5 prochaines années. Ce samedi, un conseil des ministres extraordinaire est attendu à Tunis. L'affaire remonte à juillet 2015. Dans l'une des provinces fédérées du Pakistan, des enfants ont été victimes de pédophilie. Après les mois, le procès tarde à se tenir. Pas sûr qu'il se tienne un jour, car au Pakistan, vous le verrez dans ce reportage, le code pénal ne reconnaît pas les abus sexuels sur enfants. Un village sans histoire, théâtre d'un énorme scandale de pédophilie l'été dernier. Pendant plus de 5 ans, dans cette zone rurale du Pendjab pakistanais, une vingtaine d'enfants ont été forcés à se livrer à des actes sexuels devant des caméras. Les agresseurs ont à la fois vendu les vidéos dans le village et fait chanter les familles. Parmi les victimes, ce jeune qui a maintenant 16 ans. Je me sens très mal quand mes amis me regardent. Je sais ce qu'ils pensent. Mes camarades de classe et mes enseignants me méprisent. J'ai arrêté d'aller à l'école. Au Pakistan, les tabous et la question de l'honneur poussent souvent les victimes à ne pas dénoncer ce genre d'abus. Mais ici, lorsque les familles ont fini par porter plainte, ce sont les policiers qui ont fait la sourde oreille. Il a fallu que des heurts éclatent entre police et manifestants pour que l'affaire soit révélée. Pornographic material
Des images pornographiques circulaient toujours lorsque nous y sommes allés, quelques jours après la découverte du scandale. La pédophilie est un sérieux problème social dans ce pays. C'est un crime dont personne ne parle et qui reste donc caché. L'affaire a fait la une des journaux et choqué l'opinion publique. Plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées, mais seulement 17 d'entre elles sont encore en prison. Car le code pénal pakistanais ne condamne ni les agressions sexuelles sans pénétration, ni la pédopornographie, ni l'exploitation sexuelle des enfants. Dans ces conditions, difficile pour les familles des victimes d'aller de l'avant. Ces enfants devraient être envoyés à Islamabad ou à l'étranger. Ils ne peuvent pas faire leurs études dans cette province. 20 enfants ont été officiellement considérés comme victimes de viol ou de sodomie, seul crime reconnu par la législation pakistanaise. Mais ça pourrait changer. Une loi criminalisant les abus sexuels sur les enfants est en cours de discussion au Sénat. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.